Audio numéro 7, première partie. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, paix et salut sur le sceau des prophètes, qui a dit dans l'un des hadiths authentifiés que celui qui meurt dans la préservation de ses biens est un martyr, que celui qui meurt dans la protection de son intégrité physique est un martyr, que celui qui meurt dans la sauvegarde et la valorisation de son identité est un martyr. Nos chers éditeurs, nous voilà revenus avec la grâce de Dieu pour poursuivre avec vous la lecture du livre Témoignage de notre frère, l'ex-officier Si Mohamedou, intitulé L'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps. À la page 54, le natif de Belinabe dans le Hirnange Bosseya, l'ex-officier témoin. À l'état-major, je me rends compte que tous mes déplacements au cours de ces dernières années ont été contrôlés et suivis de près par le service des renseignements. Les officiers de renseignement me demandent des explications sur un passage que j'ai effectué à Choum et à Attar en fin 86. À Choum, je suis resté 24 heures. J'étais venu voir un ami et promotionnaire, le lieutenant Soumaré Abdul Aziz, et j'ai passé 2 jours à Attar pour voir mon jeune frère Si Oumar, qui faisait partie des jeunes condamnés à purger leur peine de 6 mois à la prison d'Attar pour avoir écrit sur les murs de Zouerat. Je ne l'avais pas vu depuis presque 2 ans et j'avais des vacances de 45 jours. J'ai fait un détour par Choum et Attar avant de me rendre à Nouakchott. Je me suis adressé au responsable de la prison à mon arrivée. Ce déplacement n'avait donc pour moi aucun caractère secret. Sinon, je ne me serais pas présenté en tenue au responsable même de la prison. Ensuite, j'ai répondu aux questions relatives à mes relations avec le capitaine Abbas et le lieutenant Wan. Un mois plus tard, j'ai repris mes fonctions, mais pas pour longtemps. En effet, je serai muté à Inal dans la quinzaine suivante. Le colonel Boylil a bien entendu voulu savoir ce qui s'est passé pour moi à Nouakchott. Je lui ai fait un compte rendu succinct de mon séjour à l'état-major national.
En 1988, une autre organisation est débusquée, les bassistes. Ils s'étaient structurés et plus grave encore, dirigés par une puissance étrangère qui leur versait même des salaires. Des listes émargées par les membres auraient été découvertes par les autorités. Mais comme cette organisation ne regroupait que des morts et la fibre nationaliste arabe aidant, la répression par rapport à celle infligée aux négro-mauritaniens des événements précédents est risible. Des peines de 3 mois de prison assorties pour la plupart de sursis pour les militaires impliqués. Le capitaine Ould Ghailassi et le lieutenant Yehdi Ould Mohamed, entre autres, bénéficieront de cette mesure. N'en déplaise aux officiers bassistes touchés par cette sanction, il y a bien 2 poids et 2 mesures, et cela même dans la répression. L'intelligence avec une puissance étrangère de la part de cadres de l'armée ne constitue-t-elle pas une faute autrement plus grave que les graffitis de jeunes gens sur les murs de Nouakchott et de Zouérat? En avril 1989, le président Ould Taya profite du conflit sénégalo-mauritanien pour se débarrasser des négro-mauritaniens. N'eût été la sagesse du président sénégalais Abdou Diouf et certaines pressions internationales, le sort des négro-mauritaniens était scellé. Il est certain que les négro-mauritaniens n'étaient pas préparés à une guerre ethnique, contrairement aux Maures dont les 90% sont aujourd'hui armés. Quand la Mauritanie a accédé à sa souveraineté, toute l'armée nationale, la gendarmerie, le corps des Goumiers devenu aujourd'hui la garde nationale, ainsi que la police étaient tous équipés de fusils MAS 36 et de Moser. Ces armes à répétition ont été remplacées par des équipements plus modernes, des Kalachnikov, des G3 et des FAL. Toute l'ancienne dotation des corps cités plus haut s'est pratiquement volatilisée aujourd'hui avec des tonnes de munitions de 7,5 mm et 7,62 mm bien entendu. Elles se retrouvent presque toutes dans des familles mortes. Si certains se sont procurés ces armes pour chasser, d'autres l'ont fait en prévision d'une guerre contre les négro-mauritaniens. Ould Taya nourrissait la secrète envie d'en découdre avec son voisin dans le seul but de nettoyer entre guillemets, le sud de sa population autochtone. Il est soutenu en cela par l'Irakien devenu son maître à penser
dans ce projet et qui envoyait toutes les semaines des garnisons d'armes par bateau ou par avion. La réception de ce matériel se faisait uniquement de nuit et seuls les soldats morts ou haratines étaient sélectionnés pour cela. Pas un soldat négro-mauritanien n'assistera à ces débarquements de matériel. La signification est claire. Les étrangers entre guillemets, doivent être tenus à l'écart des secrets militaires, quand bien même ils seraient des militaires, cadres ou pas. En moins de 3 mois, l'Irak avait doté l'armée mauritanienne de suffisamment de matériel pour en faire la plus grande puissance en matière de cavalerie blindée de la sous-région. Il y avait désormais 2 armées en Mauritanie. Une pour le commun des Mauritaniens avec la marginalisation des négro-mauritaniens que nous connaissons déjà et une autre hyper équipée exclusivement réservée aux morts et à quelques haratines triés sur le volet. Cette armée-là est encadrée par des instructeurs irakiens. Le colonel Oultaya déploie les bérets rouges le long de la frontière pour prévenir toute attaque sénégalaise, dit-on, mais en réalité, la mission de ce corps spécial est de déporter les négro-mauritaniens par villages entiers de l'autre côté du fleuve, marquant la limite entre les 2 pays. Les autorités parleront de fuite massive parce que les villageois auraient tout simplement paniqué. Des Peuls n'ont pas hésité à retraverser la frontière pour récupérer leur bétail, démentant ainsi la thèse du départ motivé par la peur. Non, les déportations ont bel et bien été organisées par l'État et les tueries commanditées par lui. Certains des exécutants de ces basses œuvres les plus zélés se verront élevés à l'ordre du mérite national. En 1986, c'est au tour de l'armée d'être dans la ligne de mire du colonel dans sa logique visant l'extermination des négro-mauritaniens. Fin de la première partie de l'audio numéro 7. Pour la deuxième partie au prochain. Audio numéro 7, deuxième et dernière partie. À la page 57, le rescapé de l'enfer d'Inal, Si Mohamedou témoigne. Au cours des séances de torture, les
tortionnaires nous lancent à tout bout de champ, ce qui pour eux représente l'insulte suprême pour un musulman, sale juif. Ceci démontre que quelque part, certaines personnes bien placées cherchent à reproduire un sinistre épisode de l'histoire. Cette nuit, la 5e, je ne résiste plus à la fatigue. Je suis hanté par le désir de m'allonger à même le sol et dormir un peu. Je ne sais par quel miracle je réussis ce soir-là à défaire les nœuds de la corde qui lie les mains, mais après un moment de pénible effort, je réussis à m'en débarrasser. Complètement épuisé, je m'endors tout de suite contre mon poteau. Je n'ai même pas la force de me déplacer. Le matin, je suis réveillé par de violents coups de pied. Quelques secondes suffisent à me ramener à la dure réalité d'Inal. C'est mon caporal étrangleur qui m'aurait découvert alors que je cherchais à m'échapper. Il était venu comme d'habitude me servir mon petit déjeuner entre guillemets. La nouvelle se répand très vite dans la base. Le lieutenant Si a voulu s'échapper. Quelques soldats répliquent. Chacun veut voir celui qui a voulu s'évader entre guillemets et lui apprendre à sa manière qu'il est inadmissible de vouloir fausser compagnie à ces tortionnaires. Je subis un sévère châtiment, un déluge de coups. Chacun d'eux veut à tout prix exprimer sa colère. Cela ne m'exempte bien entendu pas de ma séance d'étranglement par le caporal. Je suis ensuite couché sur le ventre, pieds et mains reliés dans le dos. Le caporal Ouldemba serre les nœuds du mieux qu'il le peut et me dit: c'est comme ça que j'ai appris à attacher les chameaux récalcitrants. Ils s'en vont satisfaits de leur travail. Les cordes sont si serrées qu'en quelques minutes, le sang ne circule plus dans mes mains et mes pieds. La douleur est si insupportable que je ne tarde pas à crier de toutes mes forces. Mes hurlements attirent quelqu'un que je connais très bien, mais que je n'avais pas encore vu jusque-là, un sous-officier. J'ai eu sous mes ordres quelques années plus tôt le sergent-chef Jemal Oul-Moïlid. Je lui donnais à l'époque des cours de self-défense pour qu'il puisse me suppléer en cas d'indisponibilité dans certaines séances de sport.
Il est noir de peau et originaire du sud de la Mauritanie. Comme le caporal que je ne vous présente plus, il est Haratin. Il entre dans la pièce et me demande ce qu'il y a. Je lui demande de m'enlever les cordes des mains. Il n'en est pas habilité. Me fait-il savoir, mais ordonne cependant comme les desserts. J'arrive difficilement à remuer les doigts, tellement ils sont engourdis. Je viens sans le savoir d'échapper à une mort lente, mais certaine. Après avoir vérifié que le sang peut à nouveau circuler, il sort et continue son chemin en direction des hangars, où sont regroupés d'autres prisonniers. C'est habituellement quelqu'un de posé, pas très expansif, qui aimait beaucoup le sport, le foot en particulier. Je ne saurai sa véritable fonction à Inal que beaucoup plus tard. Il est responsable des ateliers entre guillemets. C'est ainsi qu'ils appellent les hangars à supplice où périront plusieurs dizaines de prisonniers. Beaucoup d'exécutions se sont faites sous ses ordres. Il n'hésite pas à torturer sauvagement et à exécuter lui-même pour donner l'exemple à ses équipiers. C'est la 5e autorité après le capitaine Sidina Ould Taleb Bouya, commandant de la base, le lieutenant Yezid qui n'est là que pour extorquer des aveux, le lieutenant Rava Ould Seyid, adjoint au commandant de base, et le sous-lieutenant Eli, chef de peloton. À cet effet, le soir, quand les officiers se retirent, il reste seul responsable des équipes des tortionnaires. Il a droit de vie et de mort sur les prisonniers. Et de ce droit, il use largement. Je suis abandonné seul dans ma cellule, la tête dans la poussière. Mes blessures sont à nouveau ouvertes. Un groupe de 3 soldats entre. Ils se mettent à m'abreuver d'injures et s'apprêtent à me rouer de coups. C'est à ce moment qu'arrive le lieutenant Yezid qui leur demande de me détacher les mains. Il s'assoit sur une chaise que je n'avais pas remarquée.
tu voulais fuir. Là, tu me surprends. Je te croyais plus intelligent. Je ne suis pas fou pour tenter une pareille sottise. Alors, pourquoi as-tu enlevé tes cordes? J'étais trop fatigué de rester assis. Cela fait 4 jours que je suis assis. Je ne supporte plus cette position. J'ai réussi à me délier les mains et me suis tout simplement allongé sur place. On m'a dit que tu cherchais à t'échapper. Le caporal Ahmed a dit qu'il t'a surpris à la sortie de ta chambre. Comment aurais-je pu penser à cela avec ma chaîne au pied? Je crois qu'ils n'ont plus besoin de chercher des motifs pour me torturer. Il est bien placé pour le savoir, ce caporal, puisqu'il vient le faire tous les jours, matin, midi et soir. Et d'ailleurs, il était venu pour cela ce matin. Il sort et revient à peine 2 minutes plus tard avec 2 soldats à qui il ordonne de me détacher les miens et de me bander les yeux. Je suis soutenu par les 2 soldats et guidé à travers la base pour une destination inconnue. J'entends sur mon passage des rires et me dis que certainement on est en train de se payer ma tête. Mes accompagnateurs restent muets durant tout le trajet. Fin de la 2e et dernière partie de l'audio numéro 7. Page 60. L'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps, par Si Mohamedou. Salli ala Muhammad.